si j'ai un conseil, c'est just do it and trust the process, tu vois, c'est commencer maintenant et faites confiance au processus parce que en fait, il n'y a pas de bon ou de mauvais moment, ce sera jamais trop tard sur la crypto avant encore des années et des années. Mais effectivement, plus tu attends, c'est mieux pour t'intéresser au marché et plus forcément, tu arriveras sur des points qui seront de moins en moins intéressants, forcément. Bienvenue sur Cash Cash Podcast, le podcast qui vulgarise l'investissement et en particulier l'investissement immobilier. Le but est de rendre accessible à vous qui m'écoutez le plus d'informations possibles en lien avec ce thème assez vaste qui est l'investissement, qui est d'ailleurs relié à l'entrepreneuriat. Je vais essayer d'inviter le maximum de personnes en lien avec le monde de l'investissement et le monde de l'entrepreneuriat. Parce que ça peut être plus ou moins compliqué de trouver des informations fiables suivant la personne qui nous les donne. Ici, je m'assure que mes invités ont réellement investi dans l'immobilier et ont une réelle expérience. Ça vous permettra d'avoir une base sur laquelle partir si vous êtes débutant et donner des informations complémentaires pour ceux qui sont plus avancés. J'espère aussi que vous pourrez vous identifier à certaines ou certains de mes invités. C'est pour cette raison que je souhaite qu'elles ou qu'ils partagent leurs différentes expériences ainsi que leur parcours. Je trouve que c'est toujours enrichissant. Ce qu'on peut constater, c'est que pour l'instant, les invités que j'ai reçus sont partis d'une feuille blanche pour construire leur patrimoine. Pas d'héritage ou de don d'appartement, de ce que je sais. J'espère que ça vous motivera à passer à l'action et à comprendre que, contrairement à ce que l'on pense, les gens qui achètent de l'immobilier ne sont pas forcément issus de familles riches. Alors cette semaine, je vais faire une petite entorse à l'immobilier. Parce que cette semaine, je reçois Antoine ou Crypto Alchimiste sur Instagram. Donc, comme son nom l'indique, il est issu du monde des crypto-monnaies. C'est un analyste un analyste en crypto-monnaie, un investisseur toujours dans les crypto-monnaies et aussi un formateur, toujours dans le monde des crypto-monnaies. Donc, pour le retrouver, comme je vous ai dit, c'est Crypto Alchimiste sur Instagram. D'ailleurs, je vous donne quelques infos que je mettrai en lien. Alors, durant cet épisode, on va parler de crypto-monnaie. Donc, à un moment, je vais lui demander quelles sont les plateformes, en fait, comment faire pour analyser une crypto-monnaie. Il va me donner deux sites de référencement. Donc, il y a CoinGecko et CoinMarketCap. Ça, c'est des liens que je vais vous mettre dans la description de cet épisode. Également, si vous avez besoin de vous former gratuitement ou pas dans les cryptos, il y aura deux liens aussi en description. Les liens que vous retrouverez également sur Instagram, ce sont les liens d'affiliation. Donc, je suis transparent avec vous. Si vous passez par moi pour prendre la formation payante, puisque la formation gratuite, par définition, elle est gratuite, ou si vous passez par moi pour prendre la formation payante, donc moi, j'aurai une reversion, donc c'est ce qu'on appelle l'affiliation, voilà, sur un pourcentage du prix que vous allez payer cette formation. Donc voilà. Alors, c'est un épisode que j'ai trouvé passionnant parce que le monde des cryptos a toujours été un peu comme une énigme pour moi. Et donc, j'ai cherché quelqu'un qui aurait pu m'éclairer, qui pourrait expliquer ce qu'est le monde des crypto-monnaies et comment analyser, comment acheter une crypto si on en a envie. Et ce qui a le déclic qui a fait que j'ai vraiment cherché assidûment une personne pour passer sur le podcast pour parler des crypto-monnaies, c'est que ma fille m'a demandé ce qui était le Bitcoin et ce qui était les crypto-monnaies. Et j'ai essayé de lui expliquer. Et moi-même, en expliquant, je me rendais compte que c'était pas une explication assez claire. Donc, en fait, quand j'ai demandé à Antoine de participer au podcast, je lui ai dit que le but serait qu'un enfant, donc que ma fille, en écoutant l'épisode, puisse comprendre ce qu'est une crypto-monnaie, ce qu'est le Bitcoin. Donc, c'est dans cette optique-là qu'en fait, qu'on a fait cet épisode-là, qu'on a tourné cet épisode. Donc, Antoine a fait le maximum pour vulgariser au maximum ce monde relativement complexe finalement, qui est le monde des crypto-monnaies. Donc, j'ai trouvé vraiment que c'était passionnant parce que moi, j'ai appris des choses. C'est beaucoup plus clair pour moi maintenant, les crypto-monnaies. Donc, j'espère que ça fera la même chose pour vous. Alors, juste avant de passer à l'épisode, une dernière chose, bon, pour soutenir le podcast,
je vous invite, ou je t'invite toi directement, toi à qui je parle, à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify, si bien sûr ce podcast te plaît, s'il t'apprend des choses. Donc ça m'aidera à être plus visible et donc à progresser. Donc je te remercie d'avance. Et sans plus attendre, je vous laisse en notre compagnie, juste après le jingle. Salut Antoine, comment tu vas? Salut, nickel, toi, Kevin. Ça va très bien. Alors, merci d'avoir accepté de passer sur le podcast, puisque c'était parce que le monde des crypto-monnaies, c'est un peu compliqué pour moi à comprendre, tu vois. Donc, je cherchais Ouais. quelqu'un qui pourrait m'expliquer et surtout, comme je te disais, expliquer à ma fille, parce que ma fille, elle m'a demandé, mais comme moi, je suis pas à l'aise avec ça, j'ai pas su lui expliquer. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté de passer sur le podcast. Bah, avec Alors, plaisir, carrément, toujours un plaisir de pouvoir parler de crypto. merci. Et alors pour démarrer, j'aime bien poser une question. Si c'est quelqu'un qui voit que t'as quand même tu te débrouilles bien en crypto, tu as bien réussi, t'as des gens qui font appel à toi pour avoir de l'aide et qui te disent bah, Ouais. c'est de la chance. C'est grâce à la chance que tu as accompli tout ça. Qu'est-ce que tu lui réponds? Bah alors, sur ce sujet de la fameuse chance, pour moi, forcément, il y a un facteur chance qui forcément va se jouer. C'est-à-dire que, par exemple, au vu d'une rencontre ou au vu qu'effectivement, par exemple, pour reprendre le marché crypto, peut-être rentrer des fois au bon moment, etc., forcément, il y a un Ouais, facteur chance qui va jouer. Au bout d'un moment, enfin, on le sait tous, la chance, ça se provoque aussi. Donc, ouais, il y a à la fois un mélange des deux, mais de toute façon, le plus gros du taf, c'est que oui, il y a une variation, entre guillemets, du facteur chance, mais de toute façon, c'est à toi après de te sortir les doigts, entre guillemets, pour aller chercher cette chance et ouais, la récolter parce que de toute façon, même si tu as de la chance et que tu n'en fais rien, bah, tu n'auras pas de résultat, quoi. ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. J'avais pas vu ça comme ça. C'est vrai. Ok. Alors, comment tu te présenterais, toi? Parce que toi, sur Instagram, c'est Crypto Alchimiste. Mais pour te présenter, est-ce que tu pourrais nous dire un peu, donner un peu ton parcours? Qu'est-ce qui a fait que t'en es là aujourd'hui? Ouais, bien sûr. Alors, moi, c'est un peu contre-intuitif la façon dont je suis sur la crypto effectivement actuellement. Mais c'est vrai qu'en fait, à la base, je ne suis pas allé pour le domaine financier et pour absolument faire de l'argent. Ouais, C'est-à-dire que moi, ce qui m'a vraiment attiré dans la crypto, alors au début, forcément, un pote te parle de Bitcoin, c'est en 2017. Il me parle de Bitcoin. Bon, je ne m'intéresse pas, j'ai pas le temps, j'ai pas d'argent, etc. Il fait un x20, tu dis, ah ouais, quand même, en fait, il y a eu un multiple, tu vois. ouais, Et tu loupes un peu le train. Et après coup, en fait, c'est souvent, et ça on le voit de beaucoup de personnes, quand je suis revenu dessus derrière, en fait, et que en fait, je suis tombé sur la technologie qu'il y avait derrière, en fait, en m'y intéressant un petit peu, je me dis, ah, il y a une technologie derrière, tu vois. En fait, ouais, c'est toutes les valeurs et tout ce que ça construit derrière et tout le process que ça va provoquer. En fait, le jour où j'ai vraiment compris la technologie qui était derrière les crypto-monnaies, je me suis dit, en fait, ce truc va révolutionner énormément de choses dans le monde. Et en fait, progressivement, moi, je me suis placé vraiment en tant qu'analyste et investisseur à la base. Et ouais, après, progressivement, en fait, j'ai des personnes qui sont venues à moi et qui m'ont donné en fait de l'aide progressivement sur la crypto. Et ça a vraiment commencé comme ça. C'est-à-dire que moi, d'un point de vue business, je voulais pas faire du business pour faire du business. Je voulais ouais, vraiment quelque chose qui pour moi se fasse du sens. Et ouais, j'étais plus OK à mettre du temps et de l'énergie sur quelque chose qui me fasse sens, entre guillemets, en mode mission de vie, plutôt que faire du biz pour faire du business, entre guillemets. Et la notion de pouvoir à la fois aider et du coup d'autres personnes sur la partie où moi j'avais plus de connaissances et une réelle passion sur la crypto du coup depuis, et à la fois pouvoir moi m'épanouir, bah, en fait, je trouvais ça parfait. Et du coup, je dirais que j'ai vraiment cette mission qui m'a collé énormément et qui m'en colle encore aujourd'hui énormément. C'est la notion de redistribuer le pouvoir grâce du coup à la crypto et grâce justement à toutes les valeurs qui sont possibles derrière. Donc ouais, aujourd'hui, je me positionne en tant qu'analyste parce que à mon sens, je suis d'abord analyste et ouais. effectivement coach crypto sur la partie performance et une grosse partie aussi du coup psychologie. D'accord, très bien. Et est-ce que tu viens du milieu enfin, de la crypto peut-être pas, parce que tu disais que tu avais découvert, mais du milieu financier ou pas du tout? Alors, pas du tout, justement, j'avais, jusqu'avant de tomber entre guillemets sur la crypto, j'avais fait pas mal de choses, c'est pas mal de choses sur la partie entrepreneuriale. À la base, avant de découler, on va dire, sur la partie web entrepreneur et tout ce qui est business en ligne, etc., j'étais responsable d'une grosse chaîne de camping sur la partie animation. Oui, Donc, rien à voir, j'étais vraiment dans la ouais, partie humain. J'avais fait aussi un BTS en conception de produits industriels, mais c'est pareil, je me retrouvais un peu bloqué dans le salariat et je ne savais pas trop où aller. Et en fait, c'est un peu par hasard où au début, j'ai commencé à tomber sur tout ce qui était vidéo de blogging, Théophile Hélier.
Je sais pas Ouais. si ça te Oui, oui, parle, ça me parle, mais, ouais. mais voilà, bah, c'était le premier où au début j'ai commencé un peu à tout ce qui était blogging, etc. Et puis j'ai découvert un peu surtout aussi beaucoup le monde du développement personnel en fait Ouais. et tout ce qui était rattaché au business en ligne aussi. Mais c'est vrai que c'est beaucoup la partie en fait mindset du coup entre guillemets donc état d'esprit du développement personnel qui par la suite justement m'a amené à me connaître moi. Et quand j'ai découvert la crypto, je me suis dit en fait ce truc va avoir énormément d'impact, ça va révolutionner énormément de choses et ça colle particulièrement avec mes valeurs personnelles que j'ai envie justement de pouvoir dupliquer. Et comme je le disais tout à l'heure, effectivement, cette notion de redistribuer le pouvoir grâce à la crypto, quoi. D'accord, ok. Ouais, super, super, super. Et donc, pourquoi tu as choisi comme nom Crypto Alchimiste? Ah, Il y a on la quelque, il y a pose quelque chose, rarement cette question. il y a une On me la histoire ou pose pas? rarement. Ouais, bien sûr. Alors, on me la pose rarement cette question. À la base, le branding de Crypto Alchimiste, il vient de Avatar, le dernier maître de l'air. Ouais, Je sais pas si ça te parle. Et en fait, il y a cette notion, en gros, il joue avec les différents éléments. Et l'avatar, c'est lui qui est censé rééquilibrer l'équilibre dans le monde parce que justement, entre guillemets, il y a des déséquilibres, etc. Et ça, c'est un peu mon histoire personnelle de vie, etc. C'est-à-dire qu'en permanence, j'ai plein de biais un peu sur la partie, par exemple, tu vois, hypersensible, ce genre de choses, etc., qui font que l'équilibre, déjà personnellement, m'impacte énormément et j'ai un gros manque d'équilibre sur beaucoup de choses. Et à mon sens, que ce soit par la psychologie, sur l'épanouissement personnel, que ce soit dans les marchés financiers aussi, énormément. En fait, même que ce soit au niveau du cerveau, euh, l'homéostasie, c'est ça qu'on parle au niveau du cerveau, le terme. En ouais, gros, en fait, même le cerveau et le corps humain ne marchent que par équilibre en permanence. ouais. Donc, en fait, cette notion d'équilibre, elle me parlait énormément. Et pour rejouer après avec la notion effectivement des éléments, il y a le côté entre guillemets alchimie des éléments, où c'est pareil entre guillemets les alchimistes. À la base, c'est le côté qui se rapproche aussi beaucoup du côté comment ça s'appelle, ésotérique de la chose. Mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire que c'était au Moyen Âge, on avait les quatre éléments, le feu, l'air, la terre et l'eau. Et en fait, par la suite, on l'a transformé en la table des éléments périodiques comme on connaît aujourd'hui. Donc c'est vraiment de ça, entre guillemets, que ça vient. Et du coup, j'ai fait le mix un peu, entre guillemets, du coup, avec le fameux avatar, Ang, qui s'appelle, et le terme, du coup, crypto-alchimiste pour jouer là-dessus, quoi. D'accord, très bien. Super. Super. Ah, mais c'est vrai que tu as été. Non, c'est vrai, parce que tu sais, des fois, il y a des noms qui viennent. Ça vient comme ça. Toi, il y a vraiment quelque Ouais, chose qui t'a une poussé finalement signification, à. ouais. Voilà. Hmm. Ok, d'accord, super. Et donc, par rapport à la crypto-monnaie, déjà, avant de parler de la crypto-monnaie, parce que en fait, tu parlais de la technologie qui va derrière la crypto-monnaie, donc c'est la Ouais, blockchain, c'est ça? c'est ça exactement. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de la blockchain avant de démarrer sur la crypto pure? Ouais, alors à mon sens, c'est d'ailleurs important que, entre guillemets, si une personne veut vraiment pousser sur la crypto, c'est-à-dire que c'est vraiment, effectivement, à mon sens, important de vraiment comprendre un minimum ce que c'est effectivement la blockchain. Et c'est l'erreur de beaucoup de personnes, à mon sens, qui font pas l'effort de creuser un minimum là-dessus. Donc, à mon sens, c'est une très bonne orientation. Mais pour faire vraiment très simple, en fait, la blockchain, c'est un système d'horodatage numérique. D'accord? L'horodatage, tu sais, pour vraiment simplifier, c'est on imprime, entre guillemets, on vient, bah, comme une imprimante en fait, on vient ancrer, entre guillemets, la date et ce qui s'est passé dans l'instant T, tu vois. D'accord? Ouais. Et bien, en fait, le faire de manière assez décentralisée et assez ouverte et partagée, en fait, de manière, c'est vraiment cette notion de décentralisation. Jusqu'à présent, d'un point de vue numérique, c'est très compliqué. On Ouais. pouvait le faire sur du papier, mais ça restait toujours centralisé, etc. Mais le faire de manière digitale, Ouais. c'était vraiment un autre level. Et Ouais. l'ancêtre de la blockchain qu'on connaît aujourd'hui, c'est vraiment l'horodatage numérique. Donc ça, c'est D'accord. pareil, c'est arrivé avant 2000 et quelques. Et après, Bitcoin a pris son essor juste après la crise de subprime, qui n'est pas non plus un total hasard par rapport à ça, donc la crise financière. Ouais. Mais effectivement, la blockchain, en fait, c'est juste une technologie de stockage et transfert d'informations. D'accord. Ok. C'est aussi simple que ça. Et on parle de blockchain parce qu'en fait, c'est une chaîne de blocs, tout simplement. Et ce sont des D'accord. blocs d'informations. Donc en gros, c'est vraiment une chaîne de blocs d'informations qu'on relie les uns les autres et qui rend en fait un système plus efficace pour stocker et transférer de l'information. Donc derrière ça, qu'est-ce qui permet ou de pourquoi on met dans quel système on utilise le stockage et le transfert d'informations? En fait, aujourd'hui, quasiment tout ce qui touche Internet utilise soit le stockage, soit le transfert d'informations, voire carrément les deux. Donc aujourd'hui, en fait, c'est pour ça que moi, quand j'ai découvert le blockchain, je me suis dit, mais en fait, ce truc va littéralement révolutionner le monde. Et encore, sans même parler, entre guillemets, de la partie, ce que j'appelle l'Internet monétaire, où là, on parle vraiment de la partie crypto aussi, quoi. D'accord, ok. Donc en fait, la blockchain, tu peux t'en servir pour stocker ce que tu veux sur Internet finalement.
Ouais, c'est ça. En fait, Ah, tu as vraiment cette notion de d'horodatage où en fait, on revient à la notion d'authentification en ligne. Parce que ouais, jusqu'à présent, je te dis une bêtise, mais par exemple, JP Morgan, donc la plus grosse banque commerciale des États-Unis, s'ils voulaient imprimer et horodater une information numérique, si eux, derrière, ils veulent l'effacer et la remettre, la réécrire, ils peuvent. ouais, ouais, d'accord. Mais là, l'avantage, c'est qu'on a quelque chose d'ultra décentralisé qui va être hyper mondialisé et qu'on va permettre d'avoir cette idée effectivement d'empreinte et de redatage en fait numérique, quoi. D'accord. Et donc si je comprends bien, la blockchain, c'est quand même lié aussi au NFT. C'est grâce à la Alors, blockchain, c'est ça? c'est ça, c'est grâce à la blockchain. C'est-à-dire qu'en fait, un NFT de base, pour vraiment vulgariser la chose, c'est rien d'autre qu'un JPEG. Tu vois, c'est une image, ou Ouais. une image, ou une vidéo, peu importe. Mais en fait, c'est un objet digital. Et justement, on dit NFT, donc non-fungible token. Donc, c'est un objet non fongible. La fongibilité, c'est la capacité à pouvoir échanger contre un égal, tu vois. Ouais, ouais, Par d'accord. exemple, Antoine vs Kevin, c'est pas fongible parce que Ouais, Kevin n'égale pas Antoine, tu vois. ouais, ouais, C'est vraiment cette notion-là. Et le fait que justement, ça devienne entre guillemets non fongible, donc non échangeable contre l'identique, c'est qu'en fait, il est greffé sur la blockchain. Donc en fait, on revient, tu sais, sur le principe de chaîne où on neurodate la chose, effectivement. C'est qu'effectivement, bah, en fait, une fois qu'il est imprimé à telle date, à telle heure, à tel mouvement, en fait, c'est fixé. Et ce qui fait que justement, il devient vraiment unique, c'est qu'effectivement, il est fixé sur une blockchain. Donc NFT, en fait, c'est rien d'autre, entre guillemets, qu'un objet digital qui est fixé sur une blockchain, tout simplement. d'accord. Donc finalement, c'est un objet digital, une image ou peu importe, mais unique. C'est ça. C'est ça, totalement, bien sûr, ouais, totalement. Et on peut pas Et la. Dis-moi. Vas-y. grâce à la blockchain, ouais. Parce que justement, Ouais. c'est parce qu'il est greffé sur la blockchain que justement il devient unique, parce qu'en fait, on peut retracer sur la blockchain qu'il a été marqué et emprunté à telle date, telle heure, et on a fait tel mouvement avec ce NFT du coup. C'est ça. Donc en fait, finalement, c'est un peu comme un être humain qui est né à telle heure, telle date, et donc tu peux pas refaire le même être humain finalement. C'est un peu ça. C'est ça, sauf Ouais. si tu l'as entre guillemets imprimé sur une blockchain qui est faillible, donc qui n'est pas assez grosse, qui n'est pas assez solide, tu vois, par exemple. Mais quand tu as des NFT qui sont imprimés, entre guillemets, pour vraiment vulgariser la chose, sur la blockchain Bitcoin ou Ethereum, bon, bah, en Ouais. fait, il faudrait casser, entre guillemets, Ethereum ou Bitcoin pour altérer ton NFT, tu vois. D'accord, d'accord, d'accord. Donc la blockchain et en fait, par exemple, Bitcoin, eux, ils ont créé une blockchain, c'est ça, avant de faire Ouais, Bitcoin. alors en fait, tu as des cryptos qui ont leur propre réseau, donc leur propre blockchain, parce qu'en fait, une blockchain, c'est un réseau, hein. C'est Ouais, un réseau financier, du coup, parce que effectivement, on met de l'argent dessus. On représente, du coup, le nombre d'unités sur une forme financière. Mais effectivement, ce sont des réseaux. Et tu as des crypto-monnaies qui ont leur propre blockchain. Et tu as d'autres crypto-monnaies aussi qui sont greffées sur des blockchains, comme sur Ethereum, Bitcoin, etc., par exemple, tu vois. Beaucoup sur d'accord. Ethereum. Beaucoup, Ok, beaucoup sur Ethereum. Et effectivement, par exemple, Bitcoin, c'est une blockchain, Ethereum, c'est une blockchain, Solana, c'est une blockchain, etc. Et les plus grosses crypto-monnaies, en général, ont à chaque fois leur propre blockchain. d'accord, très bien. Ok, ben là, on a un peu parlé de crypto, parce qu'en fait, souvent, on fait l'amalgame, on dit, ouais, c'est du Bitcoin, mais en fait, c'est pas pareil. Enfin, que le Bitcoin, c'est une crypto-monnaie. C'est ça. Donc voilà, parce que souvent, on fait le. C'est un peu comme les chariots dans les magasins. On dit que c'est un caddie, mais caddie, c'est la marque. Tu vois. Donc tous Ouais, les chariots ne sont pas des caddies. Donc, c'est un peu ça, parce que moi, quand je parle avec des personnes qui connaissent pas les cryptos, ils disent ouais, bah, le Bitcoin. Tu vois. Alors qu'en fait, bah, le Bitcoin, c'est une crypto-monnaie c'est parmi ça. tant d'autres. Ou crypto-actifs, maintenant, on dit. Voilà, bref, il y en a qui sont pas d'accord. Alors, ouais, bon, dis-moi, alors là, on a parlé de la blockchain, des NFT, et donc des crypto-monnaies ou crypto-actifs, je sais pas toi comment on appelle ça. Tu Alors, dirais que c'est quoi? Voilà, pour l'expliquer. ouais, bah en fait, moi, quand on parle de crypto-monnaie, on va parler Mm. de Bitcoin, Ethereum, Solana, etc., les plus grosses, toutes les crypto-monnaies de manière globale. Ouais. Et après, quand on veut effectivement parler de crypto-actif, on parle d'un actif financier. Donc, Mm. en soi, un NFT, c'est un actif financier, tu vois. Ouais. Donc, en fait, à mon sens, quand on parle de crypto-monnaie, on va parler des monnaies, donc Bitcoin, Ethereum, Solana, etc. Et par contre, quand on parle de crypto-actifs, on va inclure les crypto-monnaies et également les NFT. D'accord, ok, d'accord, ok, très bien. Et donc, une crypto-monnaie ou enfin, une crypto-monnaie, voilà, on va parler de Mhm. ça plus précisément, ce serait quoi? Par exemple, j'ai entendu parler de crypto-monnaie, mais ouais, c'est quoi en fait, voilà. Qu'est-ce qu'une crypto-monnaie en soi? C'est ça, Ouais, du en coup? soi, c'est ça.
Alors, pour moi, en fait, c'est un actif digital qui est greffé sur une blockchain. Il n'y a rien de plus compliqué entre guillemets que ça. C'est-à-dire qu'on revient toujours à cette notion de blockchain. C'est pour ça que, à mon sens, les personnes qui n'arrivent même pas à comprendre un minimum qu'est-ce qu'une blockchain, en fait, si tu ne comprends pas une blockchain, tu ne peux pas comprendre en fait ce que c'est une crypto-monnaie. Mm. Parce qu'en fait, ce qui rend une crypto-monnaie être une crypto-monnaie, c'est justement parce qu'en fait, on l'a greffé directement sur une blockchain. Donc, pour parler des cryptos en général, à mon sens, c'est pour ça que j'ai utilisé tout à l'heure le terme Internet monétaire, tu vois. Ouais. C'est-à-dire qu'on a vraiment cette idée de monnaie qui sont utilisées, bien que si vous écoutez, encore une fois, Christine Lagarde, etc., qui vous diront, mais non, ce ne seront pas des monnaies. Mais bon, ça, c'est encore une fois, il y a des enjeux de pouvoir aussi qui rentrent là-dedans, donc il faut se faire taf. Mais effectivement, moi, j'aime beaucoup parler d'Internet monétaire parce qu'en fait, jusqu'à présent, on était cantonné à l'euro, tu restes en euros. Quand tu vas aux États-Unis, tu utilises le dollar. Quand tu vas en Chine, tu utilises le yuan, etc. Et on est vraiment cantonné à une monnaie, un pays ou une zone géographique. Et aujourd'hui, on avait Internet qui a disrupté toutes les informations, où tu n'es plus obligé d'aller en Chine pour trouver les informations chinoises, ou alors envoyer des télégraphes ou autre, etc. Internet a vraiment connecté de manière beaucoup plus efficiente et beaucoup plus rapide énormément d'informations. Alors en fait, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que grâce aux crypto-monnaies, on a vraiment cette capacité de connecter énormément de systèmes monétaires les uns entre les autres à travers tout le monde entier. Mm. D'accord. Donc pour moi, il y a vraiment cette notion de, en fait, on rend beaucoup plus efficient les échanges de manière mondiale, et ce qui ne se faisait pas jusqu'alors, parce que jusqu'alors, on était cantonné encore une fois à t'es en Europe, t'as de l'euro, t'es aux États-Unis, t'as du dollar, t'es en Chine, t'as du yuan, etc., quoi. D'accord. Donc pour moi, c'est vraiment ça. Quand je dois vraiment qualifier les cryptos de manière globale, je parle vraiment effectivement d'Internet monétaire. Il y a vraiment une espèce d'hyper-mondialisation et de connectivité, de possibilités entre les différentes monnaies qui sont créées. Et après, les crypto-monnaies en soi, c'est rien d'autre en fait qu'une proposition entre guillemets de valeur d'une Ouais. personne. Si moi aujourd'hui je fais ma propre crypto-monnaie, je peux et je peux faire très facilement. Après, plus on rentre dans la complexité, plus forcément ça demande un niveau important parce que au niveau du code, bah, il faut pousser la chose. Mais si par Ouais. exemple toi, Kevin, tu veux faire ta propre crypto-monnaie, tu peux. Et après, c'est ce que tu vas rattacher à cette crypto ou non qui va lui donner de la valeur. Parce qu'en fait, ta valeur, c'est ta confiance. Donc plus tu as de Ouais. confiance, plus tu as de valeur. Et du coup, donc ça dépend ce que tu proposes, entre guillemets, avec ta crypto-monnaie. Mais en soi, c'est pour ça qu'on a vu énormément de crypto-monnaies différentes. Et aujourd'hui, il y en a plus de 10 000. Il y a des projets qui meurent et d'autres projets qui se refont régulièrement parce qu'en fait, ça donne l'opportunité à chacun de proposer son propre système de confiance monétaire, entre guillemets. D'accord, d'accord. Finalement, le prix d'une crypto-monnaie, par exemple le Bitcoin, c'est Mhm. lié à la confiance qu'on accorde au Bitcoin, c'est ça? Totalement, totalement. Et c'est comme l'euro, le dollar, etc. On part du principe qu'un euro est égal à un euro, mais c'est pareil. Nos euros et nos dollars, ils varient en termes de valeur. Les gens Ouais. le voient moins, mais c'est exactement pareil. Et on parle de monnaie fiduciaire, par exemple, tu vois. Fiduciaire, ça vient de confiance. Ouais. D'accord. Et c'est justement ça, c'est-à-dire qu'en fait, la monnaie n'a de seule valeur que la confiance qu'on lui implique. Mais aujourd'hui, cette confiance, elle est forcée par les États parce qu'on l'a implémenté dans le système et qu'on n'a pas trop le choix. Mais on le voit, on a moins en moins de confiance dans les États au fur et à mesure, et c'est d'ailleurs toute la problématique et les valeurs de Bitcoin que Bitcoin souligne. Mais effectivement, une valeur d'une monnaie n'a de valeur que parce qu'on lui implique de la confiance. Le jour où cette confiance, elle cède, et bien en fait, la monnaie forcément perd de la valeur. Donc effectivement, le fait que par exemple Bitcoin, tu vois, au fur et à mesure du temps, monte en prix au fur et à mesure des années, c'est parce que justement la confiance en Bitcoin augmente aussi progressivement de plus en plus. D'accord, ok, ok. Donc, enfin, les crypto-monnaies, enfin, ça vient d'où, finalement, les crypto-monnaies? Tu Alors la pourrais... première, du coup, ouais, c'est Ouais. Bitcoin. Alors, c'est Bitcoin officiellement parce que effectivement, en fait, on a eu beaucoup, beaucoup d'essais à travers le temps. Il faut savoir que en soi, ce qui a émergé grâce à Bitcoin, donc du coup en 2009 Ouais. officiellement, euh, il y a eu beaucoup d'essais en fait dès le début d'Internet. À la base, ça vient même d'un mouvement qu'on appelle les cypherpunks, qui leur but, entre guillemets, c'était effectivement agir en fait sur la protection des libertés individuelles à travers Internet. D'accord. Et on le voit depuis 1971, pour ceux qui veulent le détail, sur Bretton Woods. À la base, on avait l'accord de Bretton Woods qui a été fiché, c'était 1944, si je dis pas de bêtises. En fait, on avait baqué le nombre de dollars sur la quantité d'or en réserve. D'accord. Sauf que 1971, le 15 août, on a arrêté en fait ce principe-là, on l'a stoppé. Et du coup, c'est là que le problème en fait est venu. On a commencé à imprimer énormément, énormément, énormément de dollars à foison et sans limite en fait, parce qu'il n'y avait plus de régulation entre guillemets baquée sur l'or pour limiter ce principe-là. Et c'est là qu'en fait, effectivement, l'économie globale a commencé un peu à partir en cacahuète.
Et Bitcoin, en fait, ne fait que ressouligner ces problèmes-là qui ont été déjà soulignés déjà des années avant même que Bitcoin arrive. Donc, la première crypto-monnaie, effectivement, c'est Bitcoin, parce qu'en fait, c'est le premier moment. En fait, on a réussi, effectivement, à reprendre ces concepts d'horodatage, donc principe de blockchain. On arrivait vraiment, effectivement, à rendre décentralisé et open source. Donc, open source, c'est transparent, enfin, c'est visible, effectivement. Le processus est visible, en fait. C'est ce qu'on appelle open source, pour faire vraiment très vulgarisé, quoi. Ouais, Donc la première, c'est d'accord. Bitcoin. Et Mm. après, en fait, on a tout un tas de crypto-monnaies qui ont essayé de faire plus ou moins pareil que Bitcoin au début. Et puis après, progressivement, on a eu de plus en plus de propositions de valeur qui étaient pertinentes, comme notamment Ouais. la seconde aujourd'hui qui est Ethereum, par exemple. D'accord, ok, ok, ok. Donc, oui, donc en fait, la première, c'est Bitcoin, après il y a Ethereum, après il y en a plein d'autres. Moi, je connais pas. Donc tu peux en citer les 10, enfin, en tout cas, les plus grandes, à part Bitcoin et Ethereum, ce qui est les plus connus, on va dire, c'est ces deux-là. Enfin, c'est ce que je connais en tout cas, c'est ce que je connais. Et après, je sais qu'il y en a d'autres, mais après, je connais pas. Tu pourras en citer quelques-unes ou pas? Ouais, bien sûr. Alors, il y en a énormément parce que, comme je te dis, en fait, il y en a qui meurent, des projets qui meurent. Ouais, En fait, c'est un peu comme des startups. C'est-à-dire que, ouais. si tu veux, l'avantage du marché crypto, c'est qu'il a à la fois la force du marché boursier, Mhm. il est ouvert à très gros capitaux et il est aussi ouvert que les marchés startup. C'est-à-dire qu'il y a vraiment la fusion des deux, en fait. Et les deux sont exactement fusionnés au même endroit. Donc, en fait, tu as beaucoup de crypto-monnaies, comme tu dis, tu as plus de 10 000, etc., qui ont été inventées et souvent qui meurent. Donc, en fait, les estimations sont totalement arbitraires parce que ça dépend, en fait, comment tu vois ton nombre de Ouais. crypto-monnaies. Mhm. Mais effectivement, en fait, la plus grosse partie, de toute façon, des crypto-monnaies ne seront que fait partie des plus grosses et il y a énormément en fait, de purges et de projets qui sont déjà morts mais qui sont quand même toujours en place. Donc, un point très important aussi, et une Ouais. grosse erreur des débutants, un tips aussi là, que j'ai balancé en mode pilule, il faut surtout pas regarder le prix pour baser une crypto-monnaie des unes par rapport aux autres. Il faut Ouais. toujours regarder la capitalisation entre guillemets, boursière. Donc là, Ouais. c'est la capitalisation du marché, hein, Ouais. plutôt que le prix, parce que le prix, en fait, est déterminé en fonction du nombre d'unités Mhm. que tu produis, Ouais. comme par exemple, pour citer effectivement les plus grosses, XRP par exemple, ou même Shiba, qui a fait Ouais. beaucoup de bruit, ou même Dogecoin, mais Shiba c'est le plus flagrant. Le prix est tout petit, tu vois. Par Ouais. contre, si je prends effectivement la taille de marché, en incluant également les stablecoins, bah, Shiba il est 14e, tu vois. Donc le D'accord. prix est tout petit, par contre, il fait déjà partie des plus gros. Et bah, Mhm. pour citer les plus gros, là je les ai sous les yeux, je triche un peu à côté, Oui, mais pas de j'ai problème. Bitcoin, Ethereum, Ouais. BNB, XRP, Cardano, Polygon. J'ai Lido aussi qui est assez récent, une solution aussi par rapport à Ethereum, Ouais. Dogecoin, Solana, Polkadot. Et tout ça, en fait, la plus grosse partie que je suis en train de te citer, là, pour le coup, elles ont leur blockchain à chaque fois, tu vois. D'accord, ok. Elles Ok. ont leur propre réseau. Et donc, comment on peut faire, par exemple, pour analyser une crypto? Tu sais, par exemple, comment tu dis, par exemple, tu sais, quand tu fais de la bourse, parce que je fais un peu de bourse, et ben, tu dis, bah, je veux acheter, je sais pas moi, Coca. Ben, c'est facile de trouver les informations sur Coca et puis de savoir ce qui a été fait dans le passé, niveau boursier, je parle, et même ce qu'ils ont comme projet. Donc, les projets vont avec finalement la croissance boursière, etc. Donc, je peux analyser relativement facilement. Mais les cryptos, comment tu fais pour analyser simplement, quoi? Ouais, alors à mon sens, il y a un critère principal à vraiment prendre en compte et il y a une source aussi à vraiment prendre en compte en priorité. Donc, au niveau de la source, déjà, à mon sens, le plus simple, hein, ça prend plus de temps parce que du coup, c'est des documents et c'est normal, on prend une unité de comparaison, mais c'est ce qu'on appelle le white paper. Le white paper, Ouais, pour faire simple, c'est en fait c'est le descriptif du projet. Tout d'accord. projet viable et pertinent ont un white paper. S'il n'y a pas de white paper, c'est que ça pue, tu vois déjà. Mais la plupart de tous les projets ont un white paper, donc qui est plus ou moins développé. Et après, effectivement, on va avoir plusieurs axes de développement. On peut trouver effectivement les informations, mais globalement, en fait, la proposition de valeur, c'est-à-dire que c'est ça qu'il faut regarder à mon sens initialement, bien que ce n'est pas forcément à mon sens le critère le plus pertinent, le plus important, mais à mon sens, ce qui va parler le plus pour représenter une crypto-monnaie, c'est la proposition de valeur. Tu vois? Par exemple, la proposition de valeur de Bitcoin, c'est faire des opérations de personne à personne. Par exemple, si moi, Kevin, je vais t'envoyer directement une transaction, eh bien, je n'ai pas besoin de passer par ma banque Crédit Agricole ou JP Morgan pour t'envoyer de la valeur. Tu vois? C'est ça la D'accord. proposition de valeur de Bitcoin. Donc, pour retrouver les infos d'analyse globale sur une crypto-monnaie, le plus simple et le plus complet dans un premier temps, ce sera effectivement ce fameux white paper où on a la globalité des informations, la proposition de valeur. Et le critère le plus important et qui a été extrêmement négligé, et on revient au comparatif du dollar, c'est l'économie du token, l'économie de la crypto-monnaie. Tu vois? Ouais, ouais, Parce que, par exemple, ce qui fait la force de Bitcoin, c'est qu'il est limité à 21 millions. Il n'aura pas 21 millions de plus.
pas un D'accord. seul de plus. On est limité littéralement à 21 millions. Et ce qui fait la vraie force de Bitcoin et ce qui différencie aussi, par exemple, tu vois, beaucoup du dollar, par exemple, par rapport à l'or, parce que l'or, on sait qu'il n'est pas forcément limité parce que, voilà, on a des estimations, mais on a potentiellement des capacités de pouvoir aussi de pouvoir le synthétiser dans quelques années, etc., au niveau de l'or. Mais à contrario, l'or, on n'a pas une énorme injection de quantité d'or, contrairement au dollar où on ne fait qu'imprimer. On l'a vu au crash Ouais. Covid, c'était plus 50% sur l'économie mondiale en termes de quantité totale de dollars. Donc, au final, un tiers des dollars globalement de l'économie actuelle ont été imprimés d'ici 2020. Donc, c'est énorme. Là, c'est passé encore hier soir. Il y a énormément de banques, Canada, Japon, US, Europe, etc., qui vont imprimer des billets. Donc, c'est une problématique aussi. Et en fait, les problématiques, tu vois, du système monétaire global se représentent effectivement sur ces mêmes critères. C'est-à-dire que la première base, à mon sens, pour vraiment évaluer une crypto-monnaie, c'est la quantité de jetons. Tu vois. La quantité Ouais. de jetons, combien n'a qui est prévu maximum, combien il y a déjà une partie des jetons qui ont déjà été injectés. Par exemple, Bitcoin, on est déjà sur les 21 millions à 19, tu vois, d'injectés. D'accord. Donc, en gros, le plus gros des jetons, donc là on parle de coin, parce qu'ils ont un propre blockchain, mais bref, le plus gros du nombre entre guillemets, de Bitcoin, donc de la crypto en elle-même, a déjà été injecté. Donc en gros, on a beaucoup moins de chances de se faire balancer entre guillemets des Bitcoins sur la tête qui vont être rajoutés dans l'économie, qui vont faire forcément à perdre de la valeur au nombre de Bitcoins. Donc là, il y a vraiment cette notion de quantité maximale de tokens qui est prévue et quantité déjà injectée, effectivement, du coup, dans l'économie. D'accord, très bien. Et donc, ce white paper, finalement, on peut le trouver où? Moi, cet après-midi, par exemple, je vais chercher une crypto, et je dis, tiens, tu m'as parlé de white paper, je le trouve où? Alors, tu as des sites un peu qui servent de référencement Google, un peu de la crypto-monnaie. Tu en as Ouais, deux qui sont plus ou moins équivalents. C'est CoinGecko. ouais, Je pourrais te donner les liens, je sais pas si tu peux les ouais, mettre, les ouais, liens pas de dans. problème. Voilà. Ouais, CoinGecko ou CoinMarketCap, c'est les deux équivalents. Moi, j'aime bien utiliser CoinGecko. Et en fait, sur CoinGecko, tu as tout le classement de 1 jusqu'à 100. Et puis après, tu as 100 jusqu'à 200, 300 jusqu'à 400, etc. Et donc, en fait, là, tu as toutes les crypto-monnaies que tu retrouves vraiment dans l'ordre. Et encore une fois, dans l'ordre du coup de la capitalisation de marché et non pas du ouais, prix, tu vois. ouais. Mais là, tu as vraiment le classement. Et en fait, quand tu cliques sur ta crypto-monnaie, à chaque fois, tu as en fait au niveau du descriptif de la crypto-monnaie, juste après un petit onglet où c'est marqué site web, donc tu as le site officiel du projet, et en général, juste à droite, tu as marqué white paper, tout D'accord, ok. simplement. Ok, ok. Ah bah très bien. Super. Et, au niveau du risque des cryptos, bon, je sais que voilà, mais c'est toujours risqué, tout est risqué de toute façon, relativement. Donc il y a quoi comme risque en fait? Si j'investis dans une crypto, par exemple dans le Bitcoin, qui est la plus Mhm. connue, c'est quoi Ouais. mon risque? Alors ça, c'est une question, encore une fois, qui est très personnelle, le rapport au risque. Et à mon sens, ça va surtout dépendre de tes convictions. Par Ouais. exemple, moi, en termes de portefeuille, alors je n'ai pas non plus des millions et des millions, mais par exemple, mes capitaux, je suis all-in crypto. C'est-à-dire que j'ai tous mes capitaux dans la crypto, tu vois. Ouais. Et effectivement, moi, je suis aujourd'hui même, je suis beaucoup plus rassuré en termes de rapport au risque en étant en Bitcoin qu'en ayant d'argent en banque, par exemple, tu vois. D'accord. Ouais. Parce que j'ai beaucoup plus confiance, et on revient à cette notion de confiance, tu vois, dans la valeur de ma monnaie. J'ai beaucoup plus confiance. Alors, c'est pas que de la valeur de la monnaie, parce qu'il y a aussi le modèle de détention, mais effectivement, donc la capacité à les conserver. Mais effectivement, j'ai beaucoup plus confiance en Bitcoin Ouais. que en de l'argent que je pourrais avoir en banque. Tu vois, donc ça, c'est D'accord. extrêmement personnel parce que je connais bien la blockchain, parce que je comprends le processus, je comprends le niveau de sécurité. Savoir que Bitcoin, le réseau en lui-même, est le réseau le plus solide au monde, hormis Internet de manière globale, tu vois, Ouais. mais il est beaucoup plus solide que Google, beaucoup plus solide que YouTube ou tout autre réseau qu'on connaît actuellement sur Internet, hormis forcément Internet dans sa globalité totale, quoi. Ouais. Donc, par rapport au risque après de la spéculation sur le token en lui-même, le token est volatile, enfin le coin du coup, mais les bitcoins, la valeur du bitcoin forcément est volatile et effectivement c'est ce qui commence à faire peur un peu aux gens. Mais encore une fois, si vous comprenez en fait un minimum la blockchain, bah, en fait on comprend que Bitcoin déjà il y a ce qu'on appelle en fait si tu veux le halving qui réduit Ouais. l'offre du nom de Bitcoin tous les 4 ans par 2 du jour au Ouais. lendemain. Donc en fait Ouais. du jour au lendemain, tous les 4 ans il devient plus ou moins 4 ans et devient de plus en plus rare, tu vois. Mais genre Ouais. on divise en fait le nombre de production de Bitcoin par 2 du jour au lendemain. Et donc en fait ça a un impact du coup sur le prix de Bitcoin, qui est en général ce qu'on appelle les fameux bull run, où effectivement on a des grosses phases haussières qui montent très très vite. Et en fait, ce système-là crée des cycles, tu vois. Ouais. Ouais. Et donc en fait, quand on regarde Bitcoin, un point de vue du prix est extrêmement, extrêmement, extrêmement cyclique. Je connais aucun actif
qui est plus cyclique que Bitcoin, tu vois. Donc, en fait, c'est extrêmement sain. Et à mon sens, s'exposer au Bitcoin, le risque est extrêmement faible, bien que, entre guillemets, si vous écoutez beaucoup de personnes, entre guillemets, c'est hyper risqué parce que c'est volatile. Mais à mon sens, le niveau de risque ne doit pas être corrélé à la volatilité, tu vois. Ouais, ouais. Ouais, non, mais c'est vrai, parce qu'après, c'est. Et puis, la volatilité, c'est aussi relatif, parce que si tu rentres à 20 000, par exemple, 20 000 dollars, Mhm. et puis que ça monte à 30 000, et puis que ça redescend à 20 000, bah, finalement, c'est volatile, mais t'as pas perdu d'argent, donc c'est relatif, finalement, la volatilité. C'est ça, ouais, Euh, il y a ce fameux pas vendu, pas perdu. ouais, Donc après, effectivement, en termes de stratégie, le plus simple, c'est d'investir de manière régulière, ce qu'on appelle effectivement le fameux DCA, hein, qu'on parle ouais, beaucoup. ouais, Mais en fait, comme disait Robert Kiyosaki, pour citer des noms, ouais, le risque ne vient pas de l'investissement lui-même. Le risque, il vient de l'investisseur, tu vois. ouais, Donc en fait, c'est le process que tu vas mettre en place pour investir sur la crypto-monnaie qui crée le risque et non pas l'actif en lui-même, en fait. Donc forcément, tu as des actifs plus ou moins risqués que d'autres. Tu vois, si tu vas investir sur la dernière petite crypto-monnaie qui vient d'être créée sur le marché, je veux dire, forcément, c'est beaucoup, beaucoup plus risqué que Bitcoin. Mais le plus gros du risque vient de la méthodologie de l'investisseur et non pas de l'actif en lui-même. Donc après, forcément, pour reprendre la notion de risque, en fait, plus ta valeur de marché, donc la fameuse capitalisation de marché, plus ta ouais, valeur de marché elle sera grosse, plus forcément tu as tendance à être plus safe, tu vois. Parce ouais, qu'encore une fois, il y a plus de confiance. Donc en fait, là où tu investis plus de confiance, forcément ta confiance, elle ne va pas non plus partir du jour au lendemain. Ou en tout cas, il y a très peu de risques que ta confiance, elle parte du jour au lendemain. ouais. Et sinon, au niveau des plateformes, est-ce que c'est parce qu'on a entendu, c'était FTX, hein, c'est ça? FTX, Ouais, ouais. et est-ce que les plateformes sont sécurisées? Parce que en fait, souvent quand on oppose, tu vois, la crypto-monnaie et puis la monnaie classique, on dit, ben en fait, les monnaies classiques, ben, tu as les banques physiques, voilà, les banques, bon, Mhm. en ce moment, il y a des banques qui font faillite, donc c'est un peu moins le cas en ce moment. On dit que les banques sont beaucoup plus sécurisées que les plateformes de crypto. Donc, en fait, comment faire finalement confiance à une plateforme plutôt qu'à une autre? Parce qu'on voit qu'il y en a qui partent avec la caisse, on va dire. Ouais, bien sûr. À mon sens, la meilleure chose à faire, et tu vois, je reprends un peu ce concept de je comprends la blockchain avant de comprendre les crypto-monnaies, tu vois. Ouais, Si, à mon sens, j'ai un conseil à orienter par rapport à ça, et ça vient de me dire, tu vois, ne serait-ce que même à l'esprit à l'instant T, à mon sens, il faut d'abord comprendre le business model de la structure sur laquelle tu détiens tes fonds, tu vois. Et après, tu t'inquiètes, entre guillemets, effectivement, de la plateforme. ouais, C'est-à-dire que, par exemple, je vais encore une fois faire une comparaison avec le système bancaire. À mon sens, il faut d'abord comprendre le business model de où est ton argent, tu vois. ouais, Et ensuite, tu t'inquiètes de quelle plateforme je choisis parmi ces business models-là, tu vois. d'accord. Et il y a déjà deux business models qui sont significativement différents dans la crypto, c'est-à-dire que tu as les plateformes centralisées, Ouais, où là, effectivement, on va parler de Binance, de Coinbase, de FTX, de plus ou moins Swissborg aussi, qui ont une très grosse part de marché de croissance aussi dernièrement. Euh, et de l'autre côté, ça, c'est la partie centralisée. Et de l'autre côté, tu as la partie décentralisée. Donc, décentralisée, c'est là où effectivement, tu vas directement être sur la blockchain et ce qu'on appelle notamment beaucoup les fameuses clés entre guillemets USB, tu vois, ouais, qu'on appelle les fameuses ledgers, par exemple, ce qui ouais, est le leader du marché. Mais en ouais, fait, ces outils, donc c'est un peu comme des clés USB, hein, c'est pas très compliqué, il y a deux boutons pour envoyer, etc. Tu as un petit logiciel à chaque fois qui s'ouvre dessus, c'est vraiment très très simple d'utilisation. Et en fait, ouais, avec ces fameux outils, ce qu'on appelle des hardware wallets, ce sont des portefeuilles solides, entre guillemets, pour la traduction littéraire. Et en fait, ces portefeuilles, effectivement, physiques, te permettent en fait directement d'être ta propre banque, tu vois. d'accord. Donc, en termes de plateforme, tu as d'un côté, effectivement, les plateformes centralisées comme Binance, Coinbase, FTX, Swissborg, etc. Et tu as d'un côté la capacité de pouvoir réellement être ta propre banque grâce à ces fameux outils, comme par exemple Ledger. D'accord. Et donc, Et c'est parce là que. qu'à mon sens, on revient au rapport au risque. C'est Ouais, qu'à mon sens, dans la partie bancaire, on n'a pas cette opportunité, tu vois, de pouvoir vraiment détenir nos fonds. C'est la banque qui détient nos fonds et nous, on est tributaire, entre guillemets, de la détention de notre banque. Donc, effectivement, après, comme dans le système bancaire, si notre banque, elle fait n'importe quoi et qu'elle fait faillite, notre argent qui était dans la banque, si on laissait dans la banque, bah, il y a des chances qu'on perde notre argent aussi. Tu vois. Il y a ouais, ce risque-là. Après, c'est baqué par les États, etc. Effectivement, il n'y a pas forcément le même niveau de sécurité parce qu'il y a les États aussi derrière ou les banques centrales qui peuvent gérer. Mais effectivement, en comprenant du coup ce système de business model, quand tu détiens tes fonds dans une plateforme centralisée, tu es dépendant de la plateforme, tu vois. Donc, quand tu as une plateforme FTX qui, effectivement, quand on se rend compte dans les faits que en fait, les systèmes de régulation derrière étaient extrêmement frauduleux
et que c'était plein d'arrangements, et on parle pas juste de la crypto, parce que là, c'est clairement un système de régulation et d'audit qui ont clairement été manipulés et c'était clairement frauduleux. Mais aujourd'hui, on a aussi des plateformes, pour citer par exemple Kraken, Coinbase ou Swissborg, qui ont en fait leurs fonds ce qu'on appelle ségrégés, donc en fait qui Ouais. sont séparés de la plateforme en eux-mêmes, plutôt que directement dans la plateforme. Mais l'idéal, c'est vrai qu'au niveau de la détention, l'idéal en fait c'est d'être sa propre banque avec des outils justement comme Ledger. Et là en fait ton risque, bah, il est clairement minime parce qu'en fait tu es directement exposé sur la blockchain Bitcoin. Et voilà, pour rappeler Bitcoin, le réseau aujourd'hui le plus sécurisé, le plus solide au monde, tu vois. D'accord, ok. Donc, tu parlais donc le plus sécurisé, ce serait d'être sa propre banque avec Ledger. Donc, finalement, Totalement. comment tu fais, enfin, le processus, c'est que tu vas sur un site comme Binance, par exemple. Donc, tu achètes une Ouais, crypto. alors. C'est ça comment tu fais, en fait, En voilà. fait, il y a un peu la porte d'entrée, c'est-à-dire qu'il y a des moyens. Il y a des moyens pour entrer, mais à mon avis, ça ne durera pas. Et c'est vrai que le plus simple, parce qu'en fait, en général, le plus simple et le plus accessible, c'est vraiment de passer par effectivement une plateforme centralisée. Et Ouais. l'idée, et ça, c'est l'erreur de beaucoup de personnes, en fait, les personnes, vu qu'ils rentrent par ces plateformes centralisées, ils ont tendance à laisser tous leurs fonds dans la plateforme centralisée. Mais en fait, en général, c'est un petit peu comme laisser tous tes fonds dans une banque alors que tu pourrais être ta propre banque. Tu vois, c'est dommage en termes de sécurité. Donc, les plus gros, hein, ça reste Binance, Coinbase. Il y a Swissborg aussi qui fait une belle ascension dernièrement. Donc, à mon sens, l'idée, c'est de faire un juste milieu entre les plateformes qui sont le plus régulées et qui ont le plus de confiance, tu vois. Donc, les plateformes qui sont les plus utilisées, c'est Binance, par exemple, tu vois. Les plateformes qui sont les plus régulées, c'est officiellement Coinbase de très très loin. Nous, on fait passer tous nos clients, soit par Swissborg, ceux qui veulent vraiment un côté très très vulgarisé et très très accessible. Tu as vraiment trois boutons, c'est vraiment extrêmement simple pour le coup Swissborg. Mais Ouais. sinon, nous, par exemple, on fait passer tous nos clients sur Binance parce que c'est le plus D'accord. gros et ça a le plus de fonctionnalités. Et après, à chaque fois, on transite nos fonds effectivement sur la partie décentralisée, sur des outils comme Ledger. Et même moi, hein, par exemple, tu vois, j'utilise régulièrement Binance où je fais transiter un petit peu de fonds. Et en Ouais. fait, je renvoie à chaque fois mes fonds, à chaque fois les plus grosses sommes sur mes Ledger pour justement être sécurisé au maximum, en fait. D'accord. Donc, en fait, Ledger, c'est vraiment comme, oui, comme un disque dur, voilà, sous forme de clé USB, quoi, finalement, c'est ça? Enfin, dessous une C'est clé ça. USB, c'est Alors, tes ouais. fonds, c'est Ouais. ça. Alors, tes fonds ne sont pas sur la ledger en elle-même, hein. Ça, c'est important de D'accord. le comprendre. Tes fonds, ils sont sur la blockchain. Mais c'est un outil Ouais. qui te permet en fait d'augmenter ton niveau de sécurité sur la blockchain directement. Parce que tu as aussi D'accord. des portefeuilles, des web wallets. Donc, c'est des portefeuilles qui sont connectés directement sur Internet, comme MetaMask, par exemple, pour le plus connu, tu vois, donc la Ouais. partie décentralisée. Mais tu as un niveau de sécurité qui est inférieur à Ledger. Donc, effectivement, en fait, l'idéal, c'est vraiment d'avoir une ledger. En gros, MetaMask, c'est l'équivalent d'un ledger, mais le blocage d'interaction, entre guillemets, sur la capacité, en fait, entre guillemets, à être hacké, par exemple, tu vois, est beaucoup moindre sur la partie ledger. Et personnellement, je connais aucune personne qui a eu des soucis avec Ledger quand il y avait ses fonds sur Ledger, tu vois. D'accord. Donc, par exemple, les personnes qui ont eu des soucis, entre guillemets, avec FTX, tu vois, s'ils avaient eu, par exemple, la clé USB Ledger, ils auraient pu récupérer leur monnaie. Ouais, ouais. Alors, je sais qu'il y a eu beaucoup, par exemple, de traders, tu vois, qui avaient beaucoup de fonds sur FTX. Mais en Ouais. fait, encore une fois, on revient à la psychologie humaine, c'est-à-dire que les gens sont partis du principe que parce que, effectivement, SBF, donc c'est Sam Bankman-Fried, qui était effectivement le CEO de FTX, euh, avait fait beaucoup de choses à crypto. En fait, il y a eu tu vois, un transfert de confiance qui s'est fait naturellement, mais en fait, ça a été des biais, donc les gens étaient biaisés. Ouais, en fait, on surévaluait la confiance qu'ils avaient dans FTX. Et malheureusement, derrière, il y avait beaucoup de fraude en fait, au niveau Ouais. de la gestion de la plateforme, hein, malheureusement. Mais effectivement, si les personnes avaient tous leurs fonds sur Ledger, et je suis convaincu que de toute façon, les personnes qui ont des gros fonds sur FTX avaient aussi, tu vois, des fonds sur Ledger ou autre, hein. Il y a d'autres, en tout cas, on parle de la marque, tu vois, Ledger. Ouais. Mais il y a d'autres portefeuilles matériels sur lesquels effectivement on peut stocker et sécuriser à fond ces crypto-monnaies. On n'a pas besoin forcément d'un portefeuille matériel entre guillemets pour déposer ses fonds sur la blockchain Bitcoin, mais c'est vrai que c'est à mon sens le plus sécurisé. Mais effectivement, toutes les personnes qui avaient directement effectivement leurs fonds sur une ledger ou sur une blockchain Bitcoin, Ethereum, etc., eh bien n'ont pas eu souci forcément de FTX. D'accord, très bien. Ok, ok, super. Et donc, ah oui, on a fait un bon tour de ce qu'était une crypto. Moi, pour moi, c'était
C'était clair, très clair. J'avais Et- noté ouais, quatre parties, quatre gros avantages principaux, ouais, ouais, ouais. si ça t'intéresse pour le Bien sûr que partager ça aussi m'intéresse. J'avais d'autres avec questions, toi. hein, t'inquiète pas. Ça marche. Pour moi, les gros avantages de la crypto, effectivement, de manière globale, alors on parlait forcément des crypto-monnaies comme Bitcoin, Ethereum, qui ont une quantité monétaire qui n'est pas abusive. Tu as des crypto-monnaies qui sont effectivement à quantité monétaire abusive, comme par exemple Dogecoin, tu vois, où il n'y a pas de limite en fait du nombre maximal de Dogecoin. Donc forcément, dans le temps, on a imprimé, imprimé, imprimé. Tu vois, le Dogecoin, par exemple, c'est un peu le dollar de la crypto-monnaie, tu vois. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite et puis on peut imprimer à l'infini, etc. Mais globalement, les gros avantages, à mon sens, de la crypto, les quatre principaux, en tout cas à mon sens, Mm. le premier, on a parlé, c'est la mondialisation. La Ouais, partie Internet monétaire, on a la capacité d'échanger à travers le monde, peu importe que je sois en Asie, en Europe, aux US, etc. Peu importe, je peux faire ce que je veux avec mes crypto-monnaies, il n'y a personne qui m'en empêche. La deuxième partie, c'est la partie autonomie et résilience. J'ai pas besoin de ma ouais, banque. C'est un peu, tu vois, moi, je qualifie un peu les crypto-monnaies comme le Uber des banques, tu vois, ouais. parce qu'on va vraiment enlever les intermédiaires, mais on peut carrément enlever le Uber parce qu'on peut carrément, comme je l'ai dit juste avant, être effectivement sa propre banque. Donc pour moi, c'est Ouais. ça en fait, si on veut vraiment vulgariser les crypto-monnaies, c'est le Uber des banques sans le Uber, tu vois, avec la capacité d'être sans le Uber. Le Uber, pour comparer, c'est un peu les Binance et Coinbase, par exemple, tu vois. D'accord. Ok. Donc, mondialisation. La deuxième, autonomie et résilience. Ouais, La troisième, détention. On peut être sa propre banque, tu vois. Ce qui n'est pas le ouais, cas avec notre monnaie de manière globale. Et quatrième point, on peut, par exemple, le cash, quand tu as du cash, tu détiens directement ta monnaie. Après, on est dépendant encore une fois de la notion de confiance. Et c'est là ouais. que justement intervient le quatrième point, la partie prise de valeur, donc la partie déflation d'un point de vue économique, où donc en fait, ça a tendance effectivement à prendre de la valeur au fur et à mesure parce que les bitcoins sont de plus en plus rares et qu'on en produit de moins en moins et qu'ils sont limités à 21 millions. Donc, mondialisation, autonomie et résilience, la capacité de pouvoir détenir ses propres fonds, donc détention, et la Ouais. partie déflation, donc prise de valeur au fur et à mesure du temps. D'accord, ok, super. Et alors, en baladant un peu sur ton site, enfin sur ton compte Insta, tu sais, j'ai vu qu'il y Ouais, avait Statera Invest. ouais, bien sûr. Je sais pas si Alors ça on se prononce a, comme ça, hein. Par contre, je sais pas, mais ouais, voilà. tout ça, parfait, parfait, parfait. Mm, On a rename, on a changé le nom de la communauté il y a très très peu de temps. mm, Encore une fois, rapport au sens. Mais effectivement, c'est notre communauté privée en fait d'investisseurs où on échange beaucoup. On aime beaucoup ce côté un peu jus de cerveau, mastermind, tu vois. ouais, On va s'aider les uns les autres. Et à la base, moi, j'ai commencé, j'étais tout seul et j'ai fait que du coaching au début, etc. Après, je suis parti sur le format e-learning parce qu'en fait, je me suis fait défoncer en termes de demandes pendant 2021 parce qu'il y a eu beaucoup trop de demandes comparé à ce que j'étais capable de fournir en termes d'accompagnement personnalisé. Donc, je suis passé sur la partie e-learning et en fait, c'est là qu'on a créé vraiment cette partie communautaire quand j'ai eu beaucoup trop de demandes. Et en fait, on a vraiment cette idée en fait, de mastermind et beaucoup d'échanges effectivement entre nous. Et pour revenir sur la question du rapport au sens, mm. statera en latin, ça veut dire équilibre. Tu vois. D'accord, Donc, on ok. revient sur la notion de crypto-alchimiste. Et il y a ce jeu de mots aussi avec que j'aime beaucoup. Et à mon sens, c'est un gros tip, c'est une grosse pile, entre guillemets, en termes de méthodologie d'investissement. Stat, ERA, Mm, l'ère des stats, tu vois, statera, mm, l'ère des ouais, stats. Où effectivement, si tu veux, l'erreur de beaucoup de personnes, c'est penser en blanc ou noir sur le marché. Tu vois, ouais, c'est un vrai problème d'un point de vue psychologique qui est connu. Ça s'appelle le black and white thinking. Et en fait, c'est vrai qu'on a tendance à penser de manière binaire. Tu vois, ça va monter ou ça va descendre, par ouais, exemple. Est-ce qu'il faut acheter ou est-ce qu'il faut revendre? Tu vois, ouais, est-ce qu'il faut acheter Bitcoin ou Ethereum? Tu vois, ouais, est-ce qu'il faut acheter Shiba ou Solana, par exemple, tu vois, etc. Alors que la problématique, c'est que le marché ne fonctionne pas comme ça. C'est un jeu de stats où ouais, tu as 60% haussier, 40% baissier. Et des fois, ça va basculer à 60% baissier et 40% haussier. Et en fait, c'est qu'un jeu de stats où tu peux juste en fait, essayer de prévoir et d'ajuster ton risque, tu vois, ouais, ouais, par rapport en fait au stats qu'on a actuellement. Et c'est pour ça que pour moi, la notion d'équilibre, donc statera en latin équilibre, et le stat era, l'ère des stats, est ouais. parfait parce qu'en même temps, c'est comme ça qu'on prend les meilleures décisions. D'accord, ok. Et donc, si bah, je veux bah, investir dans les dans les crypto-monnaies, j'allais dire Bitcoin, tu vois, dans les crypto-monnaies, et je veux me faire accompagner, comment tu peux nous aider? Comment tu peux m'aider ou nous aider? Je dis nous aider, j'inclus les auditeurs, tu vois. Yes. Alors, moi, personnellement, je fais. Alors, on a plusieurs programmes, effectivement. On est en train d'essayer de voir, encore une fois, pour évoluer aussi également de notre côté, pour toucher encore plus de monde aussi. Mais moi, je fais de l'accompagnement personnalisé. Donc là, en général, on est quand même sur des portefeuilles assez conséquents sur vraiment l'accompagnement personnalisé. Après, on a une formule, nous, un peu, tu vois, ce qu'on appelle all-inclusive. Parce que justement, en fait, là, toute une partie de formation,
tu as un processus qui a été réfléchi et amélioré je ne sais combien de fois depuis les débuts. Mais on inclut, tu vois, un peu aussi une partie coaching personnalisé, aussi en interne. Il y a la partie communautaire, il y a du live, etc. Donc, en gros, c'est un peu notre produit phare, un programme un peu all-inclusive, donc qui s'appelle le programme complet Statera. Et pour ceux que ça intéresse, moi, j'ai décidé aussi de vouloir toucher encore plus de monde et de remettre à jour. J'avais déjà fait pas mal de formations gratuites, mais de Ouais. remettre une formation gratuite qui s'appelle Liberty Start, tu vois. Et le but, c'est obtenir toutes les bases nécessaires pour vraiment devenir libre en 5 ans. C'est vraiment D'accord. la promesse. Donc, si tu veux, on peut le mettre Ouais, dans le les, donner ouais, en, le en lien. lien ou quoi, carrément. Donc, c'est vraiment la promesse, effectivement, de pouvoir rendre libre des personnes qui, encore une fois, vont faire le taf. Hein. Il n'y a pas de secret. C'est pas en mode, ça y est, tu as la formation et tu deviens un génie. Mais l'idée, c'est de pouvoir vraiment trier déjà toutes les informations pour avoir, entre guillemets, le juste milieu et le son de cloche. Parce que, comme tu me disais, effectivement, pour trouver les bonnes informations quand tu t'y connais pas, c'est la misère. Et moi, ce problème de désinformation me parle énormément. Donc, après, pour ceux qui veulent directement passer à l'action, moi, je recommande, pour ceux qui veulent vraiment du passage à l'action et du suivi, de directement passer sur les offres payantes, tu vois. Mais Ouais. déjà, si vous voulez un peu faire les choses par vous-même et commencer à avoir un premier point de vue, etc., effectivement, la formation gratuite est une très bonne source pour déjà trouver les bonnes informations. Et là, le but, c'est qu'on décortique vraiment tout le marché crypto dans sa globalité, quoi. Ok, très bien. Tu m'as parlé de Telegram aussi, Ouais. tout à l'heure, ouais. Et comment je fais pour aller sur Telegram en partant de ton compte Insta, par exemple? Alors, le Telegram, jusqu'à présent, je l'avais passé public. Et en fait, il y a vraiment de tout. Et je vois en ce moment beaucoup de personnes, c'est sur Telegram qui te vendent venez sur mon Telegram pour faire de l'argent avec mon copy trading sur les traders, etc. Donc, j'ai décidé de le rendre privé jusqu'à présent. Euh, Jusqu'à présent, j'ai décidé de le rendre privé. Ouais. Mais de temps à autre, tu vois, je fais un peu des portes ouvertes, entre guillemets, etc. Pour certaines occasions. Bah là, on va dire que exclusivement, du coup, pour les personnes qui écoutent ton podcast, moi, je leur donne l'accès et il y a juste à venir sur moi, du coup, en message privé sur Instagram. Vous me dites que vous avez écouté le podcast si tu veux, c'était chaud, Kevin. Et Ouais, vous me pas de dites, tiens, problème. j'ai écouté le podcast avec Kevin, etc. Et je veux avoir accès, s'il te plaît, Antoine, au Telegram. Et je vous donnerai accès au Telegram. En fait, l'idée du Telegram, encore une fois, c'est bâti, encore une fois, une plus par une promesse. C'est de donner les bonnes informations sans perdre ton temps. C'est-à-dire que tu Ouais. as peu de temps à suivre la crypto. Bah, l'idée, c'est moi, je fais tout mon taf. Et en fait, je te relate les meilleures informations, les plus importantes. Et je te fais également de l'analyse de marché. Donc, bien évidemment, tu auras moins de contenu que quand tu es en interne chez nous, dans la communauté privée, etc. Et que tu as nos clients, bien évidemment. Mais l'idée, c'est, encore une fois, tu vois, on revient à la mission, redistribuer le pouvoir grâce à la crypto. Et j'ai envie de contribuer également aux personnes qui ont trouvé pas le step et le bon timing pour encore passer sur les produits payants. Donc voilà, petit cadeau pour ta communauté, du coup, Ok, d'accord. Ouais, ouais. Kevin, ça Ouais, doit. c'est sympa. C'est sympa, ouais. Ouais, bien sûr que ça me va. Je vais ouais. Je vais mettre ça même dans l'intro, je vais en parler dans l'intro, tu Ça marche. vois. Ouais. Et donc, je connais un peu les auditeurs et ils vont me demander, mais en fait, qu'est-ce qu'il a comme résultat? Me dis pas tout ce que tu, hein, tout, tu Ouais. vois. Et qu'est-ce que tu pourrais dire, par exemple, je sais pas, ce que tu pourrais dire, quelqu'un qui dit, ouais, t'as quoi comme résultat pour me conseiller, tu vois, en crypto? Qu'est-ce que Ouais, tu bien sûr. lui dirais? Alors, déjà, il faut savoir que globalement, en fait, il y a des cycles dans la crypto, comme on parlait Ouais, de Bitcoin avec les fameux cycles de 4 ans, plus ou moins. Il faut savoir que déjà, une personne qui a vécu déjà un cycle, en ouais, fait, aura fait globalement toutes les erreurs, tu vois. ouais, Si en tout cas, elle a été proactive et qu'il était actif sur le marché, tu vois. ouais, Et qu'une personne qui n'a pas vécu de ce cycle complet, donc on parle de la montée plus de la redescente, hein, ouais, fera toutes les erreurs du monde, parce qu'en fait, le marché, c'est le but du marché. Le but du marché, c'est piéger un maximum de personnes. Donc en fait, le marché est extrêmement efficient pour vous pousser à faire toutes les erreurs, c'est-à-dire acheter quand c'est haut parce que c'est extrêmement volatile, machin, etc. Revendre quand c'est bas parce que tu comprends, c'est la crise financière, il y a FTX qui crash, il y a des grosses boîtes effectivement qui ont des problèmes de finance, etc. Donc attention, la crypto-monnaie, c'est compliqué, etc. Donc le marché est vraiment conditionné comme ça pour inciter les gens à acheter au plus haut et revendre au plus bas. Et nous, on le voit autant d'un point de vue public que d'un point de vue interne en termes de conversion. Là où on a le plus de clients, c'est à chaque fois les points hauts, tu vois. ouais. Ok, C'est d'accord. flagrant, c'est impressionnant. Et du coup, en termes de résultats, bah, déjà le fait d'avoir été ultra proactif pendant une phase haussière et baissière, parce que nous, on n'a fait que ça. Moi, je suis passionné des marches crypto depuis ma découverte, donc depuis 2019. Je Ouais, fais que ça, je mange crypto, je dors crypto, je suis toutes mes journées. Et je me considère d'ailleurs analyste avant d'être coach, tu vois. ouais, Donc forcément, le positionnement, à mon sens,
est différent aussi en termes de compétences. Mais effectivement, déjà le fait ne serait-ce que d'avoir pratiqué un cycle complet, déjà te donne en termes de résultats un énorme avantage, tu vois déjà. D'accord. Et Ouais. après, effectivement, forcément, moi étant arrivé à plein pot, entre guillemets, la tête dans le béton, vraiment à fond, 2019, il y a eu un facteur chance aussi. Encore une fois, on revient à la notion de chance Ouais. aussi parce que je suis arrivé dans un moment un peu creux où les gens te disaient la crypto-monnaie c'était avant, Bitcoin c'était avant, il fallait venir en 2011, en 2017, etc. Donc j'ai eu chance du timing, mais effectivement, bah, sur l'intégralité de mon portefeuille, j'annonce maintenant un x50 pour être tranquille, mais en gros, je suis allé chercher un x100 sur D'accord. l'intégralité de mon portefeuille. Donc Ah, voilà, en termes de résultats, et à mon sens, c'est même pas, en fait, tu vois, même en termes de résultats, pour justifier là-dessus, c'est même pas forcément le pourcentage de ton portefeuille, mais c'est la capacité à être proactif et avoir un bon niveau de compétence effectivement sur le marché qui va faire une grosse diff aussi, quoi. d'accord, ok, ok, super. Merci hein, pour toutes ces informations. Alors, je t'avais annoncé deux questions dans les dernières questions. C'est si tu avais tu sais, quand tu as démarré, c'est en 2019, je crois que tu m'as dit, 2019. C'est ça. Si tu avais en 2019 les connaissances que tu as aujourd'hui, ben, en 2023, quelles erreurs t'aurais évité ou est-ce que tu aurais fait des choses différemment ou est-ce que tu aurais fait exactement la même chose? Alors, sincèrement, et même moi, quand je retourne en termes de feedback dans ce que j'ai fait, je me dis, en vrai, j'ai eu, entre guillemets, de la chance. Encore une fois, la chance, ça se provoque. Mais je trouve que, sans vouloir, encore une fois, manger les fleurs, mais c'est vrai que j'ai mis en place énormément de très, très bonnes étapes dans le bon ordre, tu vois. C'est vrai que même pour moi, répondre à cette question, entre guillemets, elle devient difficile parce qu'en fait, dès le début, en fait, je me suis intéressé à la technologie. J'ai passé peut-être 2, 3 mois, tu vois, à vraiment m'intéresser à la technologie, à la comprendre, et après seulement à passer vraiment à la partie spéculation. Ouais, À la suite de ça, je me suis rapproché de gros experts dans l'écosystème. Donc, en fait, je suis directement chercher entre guillemets, les meilleures informations à la source, là où je pouvais le mieux, tu vois. Et après, je me suis responsabilisé, tu vois. Donc, c'est vraiment les 3 étapes, à mon sens. ouais, On pourrait revenir juste après, effectivement, aussi. Mais effectivement, en fait, pour moi, en fait, le plus gros en termes de qu'est-ce que j'aurais fait le mieux, en ouais, vrai, je pense que j'aurais rien changé, tu vois. J'aurais rien changé. Mais c'est vrai que s'il y avait un truc après à optimiser dans le détail, c'est la discipline. C'est la discipline. Je ne suis pas du tout le plus à l'aise et le plus compétent pour parler de discipline ou même de productivité quand on parle par exemple sur la partie entrepreneuriale ou etc. ou organisation parce que c'est pas mon truc. Donc ça m'éparpiller et avoir énormément de pensées divergentes, tu vois. Mais effectivement, s'il y avait un truc à améliorer, ça serait du coup dans cette notion de discipline, mes routines au niveau de la crypto, tu vois. Par exemple, prendre l'habitude d'ouvrir les graphiques des prix, prendre l'habitude d'ouvrir le marché tous les jours, prendre l'habitude d'ouvrir les réseaux sociaux que je suis tous les jours. Donc là, on parle principalement de Twitter, par exemple, tu vois. Euh, en fait, créer une routine qui, même pas forcément journalière, mais adaptée à moi-même, tu vois, et avoir une vraie routine, parce qu'en fait, cette routine va te permettre régulièrement de step up, en fait, au niveau des petits détails sur le marché que tu verras pas si tu n'as pas de routine, en fait, tu vois. d'accord. Et donc, routine et suivi de portefeuille. Moi, c'est un truc où j'ai perdu trop d'argent. Là-dessus, je le sais. Et ça a été mon erreur au début, en mode, j'ai tracé globalement mes investissements, tu vois, mais le tracé avec plus de détails, c'est-à-dire que quel move exactement j'ai fait, à quelle date, exactement à quel prix, plus de profondeur en fait sur la traçabilité de mes mouvements, de mes ajustements de portefeuille, parce qu'en fait, je sais qu'il y a des fois où j'ai perdu de l'argent et j'avais pas tout tracé de 100% de A à Z, et je sais qu'il y a des moves en fait où des fois, bah, c'est pareil, c'est une perte en fait d'apprentissage. Là, par exemple, les processus de prise de profit, des fois sur des petites crypto-monnaies, tu vois. Et ça, je l'ai fait en milieu de bull run, donc en milieu de phase haussière en 2021. Et je l'avais beaucoup moins fait au début. Les petites positions sur les petites crypto-monnaies, bah, en fait, à force de vraiment traçabilité, par exemple, A fois 2, je prends 25% de mon gain, etc., ce genre de choses, tu vois. Ouais, Bah, en fait, ça a complètement augmenté et scale, du coup, ma capacité à optimiser mes stratégies et mes mouvements que, en fait, j'ai pas fait depuis le tout début où j'ai fait moins de traçabilité. Alors, j'ai suivi un peu mes investissements, etc. Mais globalement, s'il y a un truc, effectivement, à vraiment poursuivre et à peaufiner, à mon sens, c'est se créer des routines et optimiser son suivi de portefeuille de manière vraiment claire et approfondie, quoi. Encore une ok, fois, le but, super. c'est pas de se surcharger en temps de travail, avoir un Ouais. juste milieu, tu vois, comparé au temps et à l'approfondissement que tu fais, mais à ne pas négliger, quoi, vraiment. Ok, très bien. Ok, merci. Alors, et quelqu'un qui voudrait faire comme toi, tu sais, il se dit, ouais, moi, je connais pas les cryptos. Là, j'écoute le podcast, enfin l'épisode,
Et Ouais. j'aimerais bien faire, enfin, commencer à investir, commencer à acheter un fragment de crypto, quoi que ce soit. Enfin, qu'est-ce que tu conseillerais? Alors, moi, il y a deux points importants. Le premier, c'est s'adapter à son capital et son objectif, tu vois. Ouais. Si je suis quelqu'un qui est euh, un investisseur en mode bon père de famille, Mm. commencez pas à suivre tous les traders, à suivre toutes les opportunités, etc. Et tu sais, il y a ce fameux, entre guillemets, syndrome qui n'est pas vraiment un syndrome, mais de l'objet brillant, tu vois, où tu as la nouvelle opportunité qui arrive, et là, cette crypto-monnaie est en train de faire x 2000, x 3000, etc. Si je veux prendre des chiffres sur crypto-monnaie, tu prends une dernière petite crypto-monnaie, il y a énormément aussi de manipulation sur le marché, où tu as des crypto-monnaies qui vont faire x 50 000 à la journée, tu vois. Ouais. Et c'est pas des points d'opportunité, tu vois. Donc, il y a plein d'objets brillants comme ça, à droite à gauche, etc. Et à mon sens, il faut vraiment apprendre à connaître un peu son profil, tu vois, c'est tout classique, connaître son profil, poser une stratégie, créer une répartition de portefeuille, c'est les basiques. Mais vraiment s'adapter à son capital et ses objectifs, tu vois, à mon sens, c'est vraiment la pertinence. Et quand je dis capital et objectif, on parle du temps, parce que ça, Ouais. c'est pareil, c'est très oublié, c'est-à-dire qu'on se dit, oui, je suis bon père de famille, et puis évidemment, quand tout explose, tout est volatile, tu passes tes journées sur la crypto, tu vois, alors que tu devrais pas, techniquement, ou tu devrais l'avoir fait avant, tu vois. Et aussi par rapport au risque. C'est-à-dire qu'il y a des personnes où quand tout est euphorique, en fait, ils sont alpagués, entre guillemets, par la psychologie de marché, tu vois, et ils commencent à prendre des risques inconsidérés et ils surenchérissent. Limite, il y en a, je sais qu'il y a des fois, ils mettent des crédits, ils vont vendre d'autres actifs pour mettre encore plus dans la crypto, etc. Alors qu'en fait, souvent, encore une fois, on est sur les points hauts de marché. Et c'est la problématique de beaucoup de personnes, c'est-à-dire qu'ils s'intéressent au marché crypto quand tout est haut, tout est rose, etc. Et en général, bah, c'est pire moment, entre guillemets, pour rentrer sur le marché crypto. Malheureusement, ça en a le plus de monde. Donc, effectivement, s'adapter à son capital et ses objectifs en fonction du temps et du rapport au risque. Et deuxième point, ne pas attendre le résultat. C'est-à-dire que ça, c'est pareil, c'est erreur de beaucoup de personnes. C'est-à-dire qu'en général, les personnes, tu sais, mettent 100 dollars, mettent 100 euros, mettent un peu d'argent, tu vois, ou plus, peu importe, et ils se disent, on va voir bien, on verra, tu vois, on verra si effectivement j'ai des gros résultats, je mettrai plus, tu vois. Ouais. Et si ça, bah, si au final c'était une mauvaise idée, que j'ai perdu de l'argent, bah, c'est qu'en fait, ça doit être une mauvaise idée, tu vois. Sauf qu'à contraire, justement, quand tu gagnes beaucoup d'argent, c'est que oui, c'était une bonne idée, sauf qu'en fait, le problème en général, c'est que le problème, en général, les personnes mettent 100 euros, ils gagnent de l'argent, ils mettent 1000, ils gagnent encore plus d'argent, du coup, ils mettent encore plus 10 000, etc. Et en fait, ils se retrouvent toujours indéfiniment à mettre plus d'argent sur les sommes les plus hautes, tu vois. Ouais. Et Ouais, du coup, d'accord. bah, en fait, ton coût moyen d'investissement, il est extrêmement haut parce que de toute façon, tu as mis de plus en plus au fur et à mesure que ça a monté, tu vois. Ouais, c'est vrai. Donc ça, c'est à beaucoup de personnes. Et à contrario, quand ça descend, les gens se disent, ah bah attends, le marché crypto, regarde, il est passé de 20 000 à 15 000. Oh là là, attention, c'est en train de descendre, il faut tout vendre, etc., etc. Donc en fait, les gens agissent totalement de manière intuitive à l'opposé en fait, de ce qu'ils devraient faire. Tu vois? C'est-à-dire que plus ça descend, plus tu mets. Et plus Mm. ça monte, moins tu mets. Tu vois, au contraire. Ouais. Donc l'idée, c'est ne pas attendre. Parce que le problème, c'est qu'en fait, ce qui crée ça, c'est qu'en fait, les gens attendent le résultat. Il n'y a pas de résultat, je vends. Il y a beaucoup de résultats, j'achète. Alors que c'est le Ouais. contraire qu'il faut faire. Tu vois? Ouais, d'accord. Donc, ne pas attendre effectivement les résultats. Et c'est pour ça que le processus, moi, je l'ai identifié vraiment en trois parties. C'est de une, s'intéresser dès le début concrètement. Tu vois, donc un minimum à la blockchain, quand même un minimum, parce qu'encore une fois, si tu ne comprends pas la blockchain, tu ne pourras pas vraiment comprendre les crypto-monnaies. Donc, comprendre la tech un minimum, comprendre ce que c'est crypto-monnaie, les valeurs fondamentales, ce que ça implique, les notions, par exemple, de quantité, de supply, etc. Se rapprocher des bonnes informations, tu vois, donc la partie entre guillemets expertise, etc. C'est ce que moi, en tout cas, j'ai fait à mes débuts. Et après, troisième, très important à mon sens, se responsabiliser. Donc là, je t'ai fait un peu trois tips. Donc, si je dois faire le récap, tu vois, quand je te dis vraiment pensée divergente à m'étaler. Mais premier, s'adapter à son capital et ses objectifs en termes de temps et de rapport au risque. Ouais. Le deuxième, c'est pas attendre le résultat. Commencer dès aujourd'hui. Même si Bitcoin, tu vois, oui, mais tu comprends, Bitcoin, là, il est à 30 000. Et en fait, il y a quelques semaines seulement, il était encore à 15 000. Donc, en fait, ça fait déjà x2. Est-ce que tu comprends CO, etc., etc. On s'en fiche, tu vois. Genre, si tu veux t'intéresser à la crypto, que tu veux potentiellement investir, etc., intéresse-toi vraiment dès aujourd'hui. Attends pas qu'on te dise qu'il faut rentrer, que ça y est, to the moon et qu'il y a des multiples incroyables. Même si on est haut, même si c'est le doute, même si c'est la peur, etc. Écoute pas le bruit, tu vois. Fais les choses dès aujourd'hui. Attends pas le résultat. Et troisième point, ça c'est mon processus perso, c'est s'intéresser à la tech concrètement, se rapprocher du coup des professionnels ou des bonnes informations. Et troisième point, se responsabiliser. À mon sens, c'est là, on parle vraiment plus de performance. Mais pour débuter, ouais, si j'ai un conseil, c'est just do it and trust the process. Tu vois, c'est commencer maintenant et faites confiance au processus. Parce qu'en fait, il n'y a pas de bon ou de mauvais moment. Ce sera jamais trop tard sur la crypto avant encore des années et des années.
Mais effectivement, plus tu attends, c'est mieux pour t'intéresser au marché et plus forcément, tu arriveras sur des points qui seront de moins en moins intéressants, forcément. Ok, très bien. Merci beaucoup. Merci Antoine, hein, pour le temps que tu nous as consacré pour nous expliquer un peu beaucoup la blockchain et la crypto. Et je sais que c'est quelque chose qui intéresse pas mal ma communauté, parce que moi, je suis orienté immobilier, mais OK? tu sais, je trouve qu'il faut diversifier. Même si on fait de l'immobilier, il faut aller sur la bourse, sur la crypto. Voilà. Donc, je trouvais que c'était super intéressant d'avoir un acteur du monde de la crypto sur le podcast. Avec Donc, plaisir. merci beaucoup pour Avec accepter. plaisir. Merci beaucoup pour l'accueil, Karim. Tu as un plaisir. Je te dis à bientôt, hein. Ça marche. À bientôt. Merci, Kevin. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Donc, pour suivre Antoine sur Instagram, c'est Crypto Alchimiste sur Instagram. Pour me suivre, c'est Cash Cash Podcast. Donc, Cash Cash, CASH, deux fois, tiré du bas, donc tiré du 8, podcast sur Instagram. Je vous remercie encore d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Encore merci et on se laisse en musique. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.